pas aussi puissant oui. que le FFS. Oui. Voilà mon approche à l'époque, les dessous à peu près de... Je suis totalement d'accord avec toi, sauf que j'ai du mal à apprécier parce que je ne connais pas très bien l'histoire du FFS et je ne connais pas les grandes figures du FFS. Mais ce que tu dis est corroboré tout à fait par l'ouverture que va faire plus tard un peu Hamrouche, puisqu'il va intégrer lui dans son gouvernement des gens qui sont connus comme étant des figures du FFS. Et lui-même, c'est-à-dire avec le gouvernement, avec la révision constitutionnelle, la nouvelle constitution du 23 février 89, etc., c'est un autre paradoxe. Absolument. Et là, j'aimerais bien que tu nous l'expliques. Un autre paradoxe, on voit là un chef de gouvernement qui était considéré, avec la fin de la période 88, fin 88, la nouvelle constitution, le départ, les militaires quittent. Bien sûr. Peu après 89, les militaires qui représentaient le 1/5 du comité central du FNL. 800 cadres sur 4000 étaient des militaires. Ils quittent définitivement comme, disons, un signe de démocratisation et d'ouverture, et, j'allais dire, de réhabilitation de l'institution militaire dans cette fonction. Et que les militaires redeviennent des militaires, soit ils quittent et ils font de la politique, soit ils rentrent dans les casernes, dans les missions, j'allais dire, de cette institution définie par la Constitution de 89. Et là, il y a un Premier ministre qui s'appelle Mouloud Hamrouche qui atterrit. Mouloud Hamrouche lui-même, considéré comme étant un boumedienien, pour ne pas dire boumedieniste dans le sens idéologique du terme. Disons boumedienien, boumedieniste. Oui, tout à fait. Comment tu expliques Tout à fait. C'est encore très complexe, pour ne pas dire compliqué. Pourquoi? Parce que c'est vrai que cette segmentarité du FLN était apparente. Elle était apparente du temps de Boumediene déjà. On avait vu que c'était à l'intérieur du FLN qu'il y avait des bouillonnements. Alors que Boumediene a essayé de construire une sorte de citadelle d'uniformité, de consolidation qui était le bloc militaire qu'il voulait transformer en bloc élitaire. Le FLN posait un problème à Boumediene. Il a essayé à plusieurs reprises de le canaliser, de l'encadrer, à défaut de pouvoir en faire un élément élitaire. Parce que le FNL est composite. Il est composite de par sa formation et de par l'histoire qu'il véhicule. Il y a un peu de tout. Il y a des gens de progrès, il y a des gens conservateurs, il y a des gens pro-arabistes, il y a des gens pro-européens. C'est-à-dire, en fin de compte, le FLN est resté un front. Il n'a pas réussi le passage à un parti politique parce qu'il n'avait aucune idéologie, sauf la référence à la guerre de libération et à la déclaration de Absolument. Ce que tu disais sur le problème de l'article 120 qui visait le FFS, mais qui pendant très longtemps a été utilisé par les communistes en disant qu'il les a essentiellement visés eux. En disant l'article 120 c'est contre le PAC, c'est pour l'élimination du PAX qui avait fait son entrisme à l'époque de Boumediene. Et j'avoue que quand j'ai... Mais entre nous, le PAX, indépendamment de l'histoire extraordinaire du mouvement communiste algérien, parce qu'il ne faudrait pas, j'allais dire, distribuer des étiquettes comme ça, stigmatisées, juste pour des raisons doctrinaires ou des raisons idéologiques, comme ça, fermées, hermétiques. Ce n'est pas notre objectif. Non. En tout cas. Indépendamment de l'histoire extraordinaire, de la participation dans le développement, l'évolution des idées, à travers le Parti communiste algérien, à travers le mouvement communiste en général, quelle que soit l'appellation, mais entre nous, une bonne partie du sale boulot du régime de Boumediene a été faite par les communistes, a été faite par ces gens-là, à un moment donné, à partir de la fin des années 60. Ils ont fait le sale boulot du régime. Ils ont fait beaucoup de choses. Le régime, il voulait faire passer il a fait passer beaucoup de choses par le biais des communistes. Disons sur le plan idéologique, parce que... Mais c'est ça le plus important. Il n'avait aucune prérogative de type militaire, sécuritaire ou administratif. Aucune. Non, mais entre nous.
Ils apportaient la caution idéologico-politique. Moi, le dernier en date, c'est Hachmi Sherif Allah Yarhamou, qui était un bon ami à moi et que j'estimais beaucoup. Et j'étais toujours fier de lui parce qu'il était resté constant sur ses positions, aussi bien contre l'islamisme intégriste que contre le pouvoir. Et ça, c'est extraordinaire chez quelqu'un comme Hachmi Sherif, à qui il faudrait qu'on rende hommage aussi avec beaucoup de respect, etc. Intellectuel, homme de culture, du cinéma, d'opposition, etc., etc. Même si on n'est pas d'accord avec lui, on doit le respecter. Il faudrait qu'on apprenne cette culture de tolérance et d'ouverture d'esprit sur l'autre. Nous sommes tous des Algériens, et lorsqu'on dit Algérien au pluriel, cela veut dire pluralité. Ça veut dire différence dans les idées, dans les faciès, dans les habits, dans le comportement, etc. Alors, on discutait avec le dernier, avec le Hachmi Sherif. C'est-à-dire, le problème, c'est que les communistes étaient toujours à l'intérieur du pouvoir. Ils faisaient, et le plus gros dans le travail était de nature idéologique dans les années 70. L'endoctrinement de la société. Oui, mais le mot est un peu excessif à mon avis. L'endoctrinement? Oui. Je vais m'en expliquer. Je pense que le mot est excessif. Et ça peut apparaître comme un endoctrinement. Ce n'en est pas un. La preuve, c'est qu'il n'en reste rien. Il n'en reste rien. Un endoctrinement laisse des traces au moins sur une génération, c'est-à-dire une trentaine d'années. Il n'y a rien. Et c'est ce qui s'est passé avec la chute du communisme en 89. Ça, donc tout est parti avec la chute du communisme. Oui, mais sauf le parti, le PAX est resté en vrac. Un parti minoritaire. En vrac. Et même en vrac. Un parti minoritaire. Le PAX n'a vu ses jours, disons, fleurir qu'au moment où il a apporté à Boumediene, au projet de Boumediene, un soutien critique. Pourquoi il a apporté un soutien critique? Il faut se rappeler de la lettre de Hajras en 66, c'est ça, au lendemain du coup d'État, alors qu'ils ont dénoncé le coup d'État. Ils ont dénoncé le coup d'État, ils ont essuyé une horrible répression. Oui, effectivement. Et presque dans les mois qui ont suivi, parce qu'il y avait un accord très important, multisectoriel, entre l'Algérie et l'Union soviétique, par discipline communiste, ils ont... Non, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que le seul parti algérien, je ne parle pas des partis nés après 89, oui. Le seul parti algérien jusqu'à 1989 compris, le seul qui avait... C'est-à-dire les partis de la clandestinité. Les anciens partis. On peut commencer de 54, parce qu'avant 54, tu avais des mouvements qui avaient des programmes. Ah oui. Ils étaient ce qu'ils étaient, mais il y avait des programmes. Mais le seul parti qui avait une doctrine, c'est le PAX. Et cette doctrine était adossée à la doctrine communiste internationale. Et c'est le reproche qui leur a toujours été fait, vous n'avez pas de ligne politique, vous avez une doctrine, et cette doctrine, c'est que tout vous est dicté par Moscou. C'est des discours. Moi-même, j'avoue qu'en 1960, quand il y a eu le coup de l'affaire de la Tchécoslovaquie. L'affaire Dubček. 68. Oui. Quand il y a eu l'affaire Dubček, moi qui suis de tendance de gauche, tu t'es farouchement opposé à l'ex-Union soviétique. J'étais farouchement opposé à l'Union soviétique. Oui, c'est vrai. Je me suis démarqué du soviétisme à ce moment-là de manière un peu nette et cassante. Et je me souviens des discussions que j'ai eues avec mes camarades à l'université, qui étaient des discussions virulentes. Parce que pour eux, non, il n'y a pas question, il n'y a rien. C'est une révolution bourgeoise, elle est manipulée par l'Occident, etc., donc il faut la condamner. C'est un peuple qui se réveille, c'est une sensibilité qui se réveille. Si l'Union soviétique intervient de manière violente, elle va transformer ce mouvement-là en un mouvement anticommuniste. Parfait. Ce qui s'est fait, ce qui est devenu, c'est exactement ça. Donc, eux, par contre, étaient conditionnés, soumis à par la pression des accords qui liaient véritablement l'Algérie à l'Union soviétique, parce qu'il faut le dire,
sur le plan y compris de l'armement, sur le plan de la couverture aérienne, j'avais dit que jusqu'à on l'avait dit, sur le plan de la sécurité, y compris, et sur le plan de la formation des services de sécurité, peut-être c'est pour notre malheur, mais c'est comme ça, c'est le KGB. C'est l'Union soviétique qui a plus ou moins formaté le système boumedienne. C'est l'Union soviétique. Et les communistes, disons, donnaient la priorité au respect des résolutions qui étaient prises à Moscou, plutôt qu'aux contradictions internes de la société algérienne sur lesquelles ils n'avaient pas de prise. C'est ça qui était important. S'ils avaient des prises, les choses auraient changé. Or, le système ne leur laissait pas la possibilité d'avoir des prises. Le système a cassé toutes les velléités d'organisation syndicale autonome, les congrès de l'UJTA successifs qui ont été ramenés par la force des choses à la docilité, les organisations de masse qui ont été caporalisées, les luttes contre les syndicats qui se constituaient dans le corps enseignant, etc. Tout ça a montré que le pouvoir n'entendait pas se laisser déborder sur sa gauche. Et il n'avait pas de crainte sur le côté conservateur. Pourquoi? Parce que le FLN quand il s'était constitué, s'est constitué dans une sorte d'alliance des modérés avec les islamistes. Donc il avait, j'allais dire, le FLN avait ses islamistes à lui, qui étaient des islamistes modérés, éclairés. C'était les islamistes qui croyaient pouvoir contenir toute velléité. Réussir le changement de l'intérieur du régime. De l'intérieur du régime. Tout en protégeant, soi-disant, un certain nombre de... Et selon Harbi, qui m'a dit ça un jour, qui m'a fait l'honneur et le plaisir de m'inviter chez lui, ça remonte à une dizaine d'années quand j'étais en France, il m'avait dit qu'il y a eu un accord du FLN avec les deux partis du Ba'ath, aussi bien syrien qu'irakien, pour qu'il n'y ait pas de cristallisation de tendance ba'athiste à l'intérieur du FLN. Je le tiens de Harb. Il m'a dit que ça s'est passé sous le même. Il y a eu un engagement pris par les Syriens et par les Irakiens de ne pas créer à l'intérieur du FLN des sensibilités, des cristallisations de sensibilités de type ba'athiste. Même si il y a des gens qui sont probablement de tendance ba'athiste, mais ils acceptent la logique FLN. Ils se fondent dans la logique FLN. Très bien. Donc, restait cette possibilité que le régime de Boumediene avait en face de lui deux types d'opposition. N'oublie pas que nous sommes dans les années 80, parce que comme ça, on en a... Ça va continuer, jusqu'à 89, pour voir les fractures, comment elles se font. Donc, tous les autres partis, y compris le FFS, jusqu'à preuve du contraire, parce que je demande à voir, je demande à lire, n'ont pas de doctrine. Ce sont des partis oppositionnels et non pas des partis doctrinaires. Non, c'est la raison d'être essentielle. Bon, ils l'ont dit d'ailleurs, c'est le discours maintenant du FFS. La raison d'exister pour le FFS était plutôt l'opposition contre le pouvoir. C'est-à-dire, toute la stratégie du FFS était de déconstruire, dans le sens idéal et dans le sens oppositionnel, le pouvoir. C'était ça. Et peut-être maintenant ils le reconnaissent au sein du FFS que c'était éventuellement une erreur tactique. Une erreur du FFS que de se cantonner seulement dans une forme d'opposition physique et intellectuelle contre le pouvoir, etc. Pour le PRS c'est la même chose, pour l'OCRA c'est la même chose, pour le MDA c'est la même chose. Comment tu expliques maintenant, toi qui suis l'événement, comment tu expliques que à la tête du gouvernement qui a donc suivi la réforme constitutionnelle, il y a l'arrivée d'un certain Hamrouch qui, pour les uns, était un boumedieniste, pour les autres, il a accompagné la réforme du régime à l'intérieur de la présidence lorsqu'il a continué, sachant que Hamrouch il a continué à exercer son métier au département de protocole, sous Châtelet aussi, c'est-à-dire il n'a pas quitté avec la mort de Boumediene, il a continué, il a quelque part entre guillemets présidé à une sorte d'une nouvelle élite réformatrice à l'intérieur du pouvoir de la présidence en 80. Est-ce que l'arrivée
de Hamrouche à la tête d'un gouvernement d'ouverture, Oui. de réforme, de pluralisme, toutes tendances confondues. Il y avait beaucoup de tendances à l'intérieur du gouvernement, beaucoup de civils, moins de militaires, etc. Est-ce que ce n'était pas un rappel du pouvoir, une sorte d'équilibre entre la période boumedienne pour les nostalgiques et la nécessité d'une ouverture de l'époque chadie? Oui, sauf que c'est une ouverture, j'allais dire, à rétroviseur, à rétrospective. C'est ça. À rétrospective. C'est-à-dire que c'est un colmatage de toutes les brèches qu'a connues la société algérienne jusqu'à 88. C'est peut-être ça l'insuffisance, malheureusement, de la perspective que Hamrouche allait ouvrir. Il allait mettre dans le même gouvernement des gens du FNN, des gens du FFS, des gens de sensibilité proche du MDA ou ancien FNN clandestin, et donc une sorte de recomposition, mais sur la base de régler d'une certaine manière. On peut dire, moi je ne le connais pas, je l'ai vu une fois, je crois que c'était avec toi d'ailleurs, je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec lui, mais il me semble qu'il avait, et quand tu dis que c'est un boumedienien, tu as parfaitement raison, parce que je crois qu'il a bien compris la stratégie de Boumediene. Il l'a accompagné depuis... Il a tiré les leçons des insuffisances de Boumediene, et probablement il a compris où le système Boumediene a quelque part failli. Quand Boumediene a voulu ouvrir en 1976 avec la charte et avec les élections qui étaient des élections à candidat unique, donc Hamida pour le Cheikh Hamida, ce que va faire Hamrouche, c'est précisément de déverrouiller. C'est-à-dire, il va essayer de continuer le travail de Boumediene, c'est-à-dire réduire, contenir et pratiquement effacer la culture de légitimité révolutionnaire sur laquelle avait fonctionné comme une sorte de rente idéologique ou politique le système jusqu'à 88. D'ailleurs, lui, Moujahid lui-même est Moujahid. Oui. C'est extraordinaire, il paraît très jeune, mais en fait, il est Moujahid, son père est Shahid, ses oncles, etc., entre Shahid et Moujahid, etc. Mais c'est lui, en 89, qui a mis fin au ministère des Moudjahidines. Je sais, c'est ce que j'allais dire. Tu m'enlèves de la bouche. Ah, à chaque fois je t'enlève des choses de la bouche, c'est terrible. Ça veut dire qu'il y a une unité de pensée. C'est-à-dire que nous sommes. J'espère que c'est une unité de pensée et pas une unicité. Non, pas une uniformité. D'accord, ok, je suis tout à fait d'accord. Une synergie, d'accord. Unicité, non. Pas uniformité ni unicité, non, pas du tout. Justement, c'est ça. Il a matérialisé ce que Boumediene n'a pas réussi à faire. Il a matérialisé symboliquement la fin de la culture de la légitimité révolutionnaire, de la famille révolutionnaire. Mais à contrario, pour être objectif dans l'analyse, oui. c'est vrai qu'il a dissous le ministère des Moudjahidines.